Diffusion en cours, super, c'est lancé, formidable. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Voilà, normalement tout fonctionne. Donc là, on est dans les 2 minutes de test pour être certain que tout le monde a le son, l'image. Je vois Nathalie, que Nathalie avait déjà mis. Bonjour, est-ce commencé? Je n'ai pas de son ni d'image. Nathalie, est-ce que maintenant le son et l'image sont au rendez-vous? C'est bon, super. Bonjour à tous. Bon, bah top, ça y est. Puis je vois en plus, 14h30, je vois le nombre de participants qui grimpe. Bonjour de Guyane. Ah, j'adore. Ça fait voyager. Merci de nous donner vos origines. Comme à chaque fois, ça nous permet de voyager un peu. Sandra nous dit, c'est parfait, merci. Bonjour à tous, Frédéric. Julie, bonjour à tous. Donc vous avez le chat, vous avez des sondages, mais qu'on mettra tout à l'heure. Et on a traité un certain nombre de choses. Alors Charlotte, ton micro capte ton souffle. Ah ouais, j'arrête de respirer, promis. À défaut d'arrêter de respirer, désactive ton micro quand tu parles pas pour éviter que... Parce que voilà. Ça peut poser des difficultés de ne pas respirer pendant 1 heure. Je sais que tu es sportif de haut niveau, mais même les sportifs de haut niveau peuvent avoir des problèmes quand ils arrêtent de respirer pendant 1 heure. Bonjour des Yvelines, je vous entends bien, merci Evelyne. Nelly nous dit connexion parfaite. Bonjour de Meudon, bonjour de Paris. Marie-Sophie, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour Béatrice des Hauts-de-Seine. Le chat. Tu as vu? Le chat de Charlotte est là. Est-il là? Micro. C'est un chat, il doit dormir. Mais Ouais, promis, il viendra. ouais, on a des difficultés à lui mettre à lui planifier des trucs avec lui, c'est ça. Il n'est pas ponctuel. Non. Ils sont trop indépendants et trop... Ouais, eux, ils ont une charge mentale qui est à peu près équivalente à 0. La charge de travail, ça va. Alors, et Charlotte me fait remarquer qu'on n'a pas beaucoup d'hommes. Alors, est-ce vrai? Il y a pas... Ah, non, ouais. Jean-Marc? Si, il y en a quelques-uns. Il y a Michel, Absolument. Franck. il y a Christian, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins que de femmes. Messieurs, comptez-vous. Bon. Bonjour à tous. Marseille vous salue. Bonjour Linda. Bonjour à tous. Bonjour de Strasbourg. Bonjour de Lyon, dit Catherine. De l'Eure-et-Loire, dit Tiffaine. Nîmes, Pas-de-Calais. Lydia, Anine, Nathalie au Pas-de-Calais. Super. Bon, ben, on est de partout. Et Jean-Marc met dans le chat 1. Il se compte. Merci Jean-Marc. Merci. Ok, bon, ben, je vois que le son, l'image, le chat, tout fonctionne, l'interactivité est au rendez-vous. Donc, je vous propose de démarrer parce que à chaque fois, mesdames et toutes les personnes présentes aujourd'hui, à chaque fois, on a du mal à terminer parce que les sujets sont passionnants. Il y a beaucoup de questions dans le chat. Et donc on va essayer de faire une belle fin. On n'a tellement pas réussi à terminer à notre dernier webinaire qu'on a fait une deuxième session. Et on est là aujourd'hui, justement, c'est une deuxième session. Donc, de ce regard croisé d'experts sur la thématique de la charge de travail. La dernière fois, on avait abordé voilà, ce que ça voulait dire en termes de rapport individuel au travail avec Charlotte. On avait abordé toutes les implications juridiques avec Barbara. On avait aussi présenté les fonctionnements psychologiques de la charge de travail. Et vous nous aviez posé plein de questions. On n'avait pas pu tout répondre. Et donc, on avait convenu en live de faire une deuxième session sur la charge de travail. Et donc, on y est aujourd'hui.
On y est aujourd'hui de cette deuxième session. Et donc, alors, avant de démarrer, de rentrer exactement sur la manière dont on l'a traité, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'exercice, ou en tout cas ce webinaire qu'on fait ensemble de manière récurrente, voilà, c'est Regard croisé d'experts. Cali Social organise des moments de partage sur des thématiques précises. D'ailleurs, si vous avez des thématiques, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat, des thématiques que vous aimeriez voir sur Regard croisé d'experts. Nous, chez Cali Social, on ira chercher des DRH, chercher des élus, chercher des experts pour pouvoir parler de la thématique. Mais donnez-nous les thématiques que vous souhaitez voir abordées, parce que l'objectif, c'est véritablement de prendre 1 heure et de parler de manière assez libérée sur un thème avec différents points de vue pour concentrer notre manière d'apprécier un sujet et d'y voir plus clair, de mieux comprendre la façon de le traiter dans son quotidien en tant que salarié, en tant que manager, en tant qu'élu du personnel, en tant que DRH, en tant que psychologue. Voilà, on s'adresse à toutes les communautés qui gravitent autour de cette thématique de qualité de vie au travail, de risques psychosociaux, parce que voilà, c'est comme ça que l'on voit les choses et que l'on travaille. Et donc, aujourd'hui, Regard croisé d'experts, charge de travail, épisode 2. Par rapport à ce qu'on avait vu au premier épisode. Je rappelle d'ailleurs, pour les personnes qui ont loupé, c'est Hélène, que vous ne voyez pas, mais qui est présente et qui gère beaucoup de situations, qui me rappelle de vous dire que si vous loupez des épisodes, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Cali Social. On les met aussi dans les liens, dans les newsletters, donc vous pouvez les retrouver. Le dernier, c'était sur la déconnexion avec Julie Achilly, la responsable de l'expérience collaborateur de Nestlé, qui était vraiment très intéressant. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, Hélène a mis le lien, super. Voilà, tout fonctionne en ce moment. C'est formidable. Et oui, Nelly demande le lien du premier webinaire sur la charge de travail. Et voilà le lien, super. Et vous trouverez aussi tous les autres webinaires qui seront affichés. Donc, eh bien, écoutez, donc deuxième webinaire, charge de travail. Beaucoup de questions ont été posées. Moi, j'ai eu plusieurs. Alors, on a fait la préparation ensemble avec Charlotte et Barbara. On s'est un peu réparti les questions et on a prévu voilà, d'apporter des éléments de réponse au travers de ce webinaire. Toujours très interactif, donc il faudra évidemment participer avec le chat. Peut-être avant de démarrer, on fait un tour de Teams, un tour de table digitale, que tout le monde sache qui est présent et avec qui on parle. Barbara, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous, moi je suis Barbara Hart, je suis avocat associée chez Sésame Avocat. Et merci beaucoup Camille de me proposer régulièrement d'intervenir aux côtés de Cali Social sur ces thèmes. J'aime particulièrement les problématiques des risques professionnels et je m'intéresse tout spécifiquement à la prévention des risques psychosociaux. Merci Barbara. Et c'est aussi un plaisir de partager ces sujets avec toi. Et bonjour Charlotte. Eh ben, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci Camille de me donner la parole. Deux casquettes, celle de sportif de haut niveau comme arbitre international de hockey sur glace avec 6 championnats du monde et 2 Jeux olympiques, mais aussi depuis plus de 20 ans dans le monde de l'entreprise, sur l'engagement des collaborateurs et sur l'appropriation des enjeux très conceptuels de façon très pragmatique. Voilà. Bon, bah écoute, ravi Charlotte que tu sois avec nous et j'apprécie également les échanges que l'on a. Bon, écoutez, je crois que on est bon. Alors, moi, j'ai une question qui est ressortie plusieurs fois de différentes formes, en fait, lors de la dernière session que j'ai pris pour moi en tant que dirigeant de Cali Social. Et voilà, c'est vrai que je ne me suis pas présenté, en fait. Comme dit Claude, je suis un des dirigeants de Cali Social. Et donc, ça fait 13 ans que j'accompagne les organisations sur les sujets liés aux risques psychosociaux. Et Cali Social, c'est à peu près 500 organisations clientes, 600 000 salariés accompagnés. Et voilà, et on travaille avec 500 professionnels, psychologues, coachs, assistants sociaux, pour adresser les problématiques du quotidien du travail. Donc, c'est vraiment mon métier depuis 13 ans. Et on a vu beaucoup de sujets évoluer
depuis ces 13 années. Et donc, j'ai pris certaines questions pour moi parce que j'avais abordé la dernière fois la problématique de la charge de travail, les concepts de la charge de travail, charge prescrite, charge réelle, charge perçue, et puis les différents modèles théoriques finalement qui ont trait à la charge de travail. Là, il y avait une question qui est revenue sous différentes formes, c'est comment faire si on est dans une situation de surcharge de travail. Il y avait aussi comment est-ce que je sais si je suis dans cette situation, quels sont les risques d'être en surcharge de travail. Et donc, toutes ces thématiques, il y avait plusieurs questions, mais voilà, ça tournait autour de, OK, c'est bien la charge de travail, mais quand on est en surcharge, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et donc, j'ai prévu d'en parler un petit peu. Parce que voilà, c'est des sujets qui vous intéressent et, euh, et c'est important de pouvoir en parler. Alors, je vais partager mon écran. Hop, voilà. Là, normalement, vous avez mon écran. Super, je viens de vérifier. Alors, ça, c'est ce que j'avais présenté la dernière fois, les concepts théoriques, le modèle Karasek, le modèle de Stiglitz, l'explication du travail sain et du travail dangereux, le principe de lien entre exigence de la tâche, soutien par rapport à l'efficacité. Il y a un thème que je n'avais pas évoqué. Je ne sais pas si vous connaissez cette équation. C'est tout simplement un graphique simplifié de ce que présentait l'ANACT comme étant la QVT, à savoir qu'on ne parle pas de perception, on parle pas de QVT de manière objective, mais on parle de perception de QVT, de quelque chose de très subjectif, et que pour avoir une perception de qualité de vie au travail, eh bien, ça dépendait de trois facteurs, les conditions d'emploi et de travail, la capacité d'expression et d'action, le contenu du travail. Et en fait, et je vais expliquer ça parce que je ne l'avais pas expliqué la dernière fois, et je pense que c'est important de cette équation d'être vraiment très efficace en fait sur ce qu'est la perception de QVT, parce que ça répond à ce que j'avais présenté la dernière fois sur ces enjeux de charge prescrite, charge réelle et charge vécue, parce qu'on s'aperçoit que ce qui va jouer sur notre perception de QVT ou notre perception de surcharge de travail vont être des facteurs très exogènes au travail et endogènes au travail à la fois. Donc c'est vraiment un ensemble de choses qui vont faire qu'à un temps donné, on va avoir une perception positive ou négative de la QVT. Et donc, conditions d'emploi, ce que dit l'ANAC, c'est conditions d'emploi et de travail. Donc, en clair, c'est tout ce qui va toucher le contrat de travail, la logistique. Est-ce que j'habite loin de mon travail ou pas? Est-ce que il y a des bouchons pour venir travailler? Est-ce que j'ai un salaire qui me permet de vivre décemment? Est-ce que et puis un même salaire pour deux personnes différentes ne va pas permettre de vivre décemment, hein. Donc, énormément de facteurs, mais très, très très lié aux conditions matérielles finalement et logistiques de la réalisation de son travail, qui est un des éléments. Deuxième élément, c'est capacité d'expression et d'action. C'est tout ce qui va regrouper la vie sociale, enfin l'existence dans un groupe au travail. Est-ce que j'ai une possibilité d'exister, de m'exprimer? Est-ce que mon travail est participatif? Est-ce que je contribue à la réalisation, à l'équipe, à la façon dont on fait le travail? Est-ce que je suis soutenu par mes managers, par mes collègues? Voilà, c'est vraiment l'existence au sein d'un groupe social qui détermine cette notion de perception de QVT. Franchement, enfin, il y a cette notion d'ambiance au travail et ma place dans l'équipe, quoi. C'est vraiment comme ça que je la traduis, moi, cette dimension. Et enfin, le troisième facteur qu'évoque l'ANACT, c'est le contenu du travail. Et là, on va parler de l'autonomie, la valeur que j'accorde à ce que je fais. Est-ce que j'apprends quand je travaille? Et est-ce que j'ai une vue de l'impact de mon action sur le produit final, sur le résultat final de notre entreprise ou de notre organisation, de notre mission? Et ces trois facteurs mis ensemble qui vont contribuer à concrétiser une perception de QVT. Et ce qui est intéressant dans cette équation, c'est qu'en fait, il y a des éléments très matériels et des éléments très subjectifs, très propres à ce que l'on vit. Travail apprenant, travail complet, valeur du travail. Tout à l'heure, je parlais de soutien des collectifs, très spécifique, et qui va faire que voilà, on va avoir une perception positive ou négative de l'activité qui va avoir d'autres incidences en termes de santé. Et quand on regarde ce que j'avais présenté la dernière fois sur
les notions de charge réelle, charge prescrite, charge vécue, et de ce qui définissait la charge vécue, hein, l'environnement dans lequel on évolue, les compétences que l'on a, les ressources personnelles, etc., on s'aperçoit que sur la charge de travail, tous les mêmes critères qui font une perception de QVT vont jouer sur la perception de charge de travail que l'on va avoir, plus ou moins forte, soit faible, soit une charge de travail faible, ou alors une charge de travail élevée, et que deux individus face à une même charge de travail n'auront pas la même perception. Et d'ailleurs, c'est ici, vous avez tout en bas les différents types de charges de travail et de pression temporelle. Moi, c'est la partie basse qui m'intéresse. C'est les types de charges de travail, sources de troubles. On a la sous-charge quantitative, la sous-charge qualitative, la surcharge qualitative et la surcharge quantitative. À savoir que ça n'est pas simplement la surcharge qui pose des difficultés en termes psychologiques, c'est différentes formes de surcharge et de sous-charge qui fait qu'on va se retrouver avec une charge qui n'est pas adaptée à notre besoin, que ce soit quantitativement ou qualitativement. Si on n'a pas assez de travail, on s'ennuie. Si le travail n'est pas assez qualitatif, on voit se développer une monotonie. En revanche, si c'est trop qualitatif, trop exigeant intellectuellement, eh bien, on voit se développer de la fatigue, baisse de la vigilance. Et si c'est trop important en termes de quantitatif, eh bien, on est sur des notions d'épuisement, de saturation et de tension. Alors, pourquoi, et pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi se méfier de la surcharge de travail? Alors, j'arrive pas à voir le chat. Je ne sais pas si vous avez des réactions, mais n'hésitez pas à réagir. Et je vois, ou alors n'hésitez pas, Charlotte ou Barbara, si vous voyez des réactions. Tout à fait. Il y a Julie qui vient d'indiquer qu'elle a exprimé une surcharge quantitative sur son poste et il lui a été répondu qu'elle était en burn-out. Voilà, Julie, n'hésitez pas à préciser quels interlocuteurs vous avez eu. Est-ce que c'est un avis de la médecine du travail? Est-ce que c'est votre médecin traitant qui s'est exprimé sur ce sujet ou en entreprise? Ouais. Effectivement. Et parce que c'est particulier comme réponse, Barbara, avec ton regard d'avocat. Oui, j'imagine que c'est probablement un avis médical qu'a reçu Julie. Elle va nous le confirmer. C'est la forme de surcharge, Camille, que tu viens d'exprimer, qui est peut-être la conception, on va dire, la plus large, hein, c'est-à-dire je me sens en surcharge de travail parce que le volume de travail qui m'est confié devient ingérable, devient supérieur à mes capacités. Et cette sensation, effectivement, elle évolue très vite comme ça fait déborder la soupape de sécurité, et le burn-out n'est pas loin, qui est à nouveau, je vois ton titre Camille, pourquoi se méfier de la surcharge de travail? Côté employeur, très clairement, ça expose les salariés à des risques vis-à-vis de leur santé qui sont des enjeux absolument majeurs aujourd'hui, encore plus, et on en parlera largement avec la période qu'on vient de connaître qui a mis sous pression un nombre phénoménal de collaborateurs. Ouais, moi, je trouve ça super que déjà Julie ait été en capacité d'exprimer. Et ça, on n'a pas l'habitude en entreprise de l'entendre. Et chaque collaborateur que nous sommes, c'est difficile de s'avouer vaincu par le quantitatif ou le qualitatif. On est tous là pour ça. Et donc, bravo Julie d'avoir été en capacité d'exprimer ce sentiment, parce que c'est déjà un pas vers la next step. Alors Julie, elle indique qu'effectivement, c'est un entretien avec sa direction, pas un avis médical, car elle est pas prête à s'engager sur ce terrain. Et voilà, donc pas mal de choses à dire. Je te laisse peut-être rebondir, Charlotte, beaucoup de choses à dire sur le témoignage de Julie. Mais c'est touchant, et en même temps il est sincère. On est tous dans l'entreprise comme dans le sport là pour performer, pour mener à bien nos missions, et se mettre un peu en position, non pas de victime, mais en position d'exprimer que peut-être c'est too much en ce moment, ou c'est autre chose. C'est aussi ne pas avoir peur de se mettre hors jeu à un moment donné, et c'est super de le faire suffisamment tôt, parce que finalement c'est une prise de conscience collective. La prise de conscience individuelle emmène toujours une prise de conscience collective, et donc moi j'invite
tout le monde à pouvoir lever la main en disant attention, c'est trop, c'est pas assez, c'est pas assez bien. Et là, des gens comme Barbara peuvent vous accompagner, que ça soit d'un point de vue très légal ou après sur les risques que cela encourt. Et je pense que cette crise nous aura au moins appris une chose, c'est que il est peut-être intéressant de parler et parler un peu plus que de simplement de quel on travaille. Ouais, et ça fait écho à ce que j'ai prévu de présenter après, enfin pas de le présenter, mais de discuter. On avait préparé le point sur les enjeux de demain, parce que effectivement, cette question de pouvoir lever la main pour dire j'ai trop de travail euh, va être beaucoup plus important demain qu'il ne l'était hier. Mais on va y revenir. Je vais essayer de répondre à la question pourquoi se méfier de la surcharge de travail. En fait, il y a deux conséquences d'une surcharge de travail et pas cause. Après, effectivement, ce qui est en risque psychosociaux, ce qui est conséquence peut devenir cause. Donc, il y a pas, c'est moins simple, le lien de cause à effet est moins simple que sur des risques physiques où on se coupe la main, on saigne. Voilà, c'est pas parce qu'on saigne qu'on va se couper la main. Alors en risque psychosociaux, si quelque chose nous stresse, on va être stressé. Et le fait d'être stressé va permettre d'augmenter le risque que quelque chose d'autre nous stresse encore plus. Donc en fait, ce qui est conséquence peut devenir cause en fait, et donc ça crée un cercle vicieux si jamais on ne trouve pas de cette logique-là. Et voilà. Là, le burn-out, c'est un des risques de la surcharge. Donc c'est l'état d'épuisement mental et physique par un excès de travail. Euh, donc là, Julie disait que c'était sa direction. Alors je ne sais pas comment traduire son propos. Est-ce que c'était positif finalement de mettre un diagnostic sur une situation ou négatif, parce qu'on peut interpréter que la direction a simplement pas traité le problème de surcharge de travail et se focaliser sur le fait qu'il y avait un état de burn-out, ou inversement, dire bah oui, je comprends qu'il y a trop de travail et je vois qu'il y a une situation déséquilibrée et donc potentiellement un burn-out. Il faut se méfier sur le burn-out parce qu'évidemment, on ne diagnostique pas un burn-out comme ça. Alors, il y a un peu de résonance. Est-ce que tu coupes bien ton micro, Charlotte, à chaque fois? Oui, oui et non, Ok. mais je suis toute seule dans ma pièce. Et même Non, le mais chat n'est pas là. il y a une boucle. Il y a une boucle. Mais écoute. Euh, donc, il y a le burn-out. Donc, le burn-out, qu'est-ce que c'est? État de fatigue ou de frustration lié à l'engagement pour une cause, un type de vie, une relation qui n'a pas apporté de la gratification attendue. Et puis, il y a un autre effet, c'est le bore-out, l'épuisement mental et physique par un manque de travail, l'ennui, donc l'absence de satisfaction dans sa profession. Alors, il faut savoir que burn-out et bore-out sont des formes de dépression, hein, d'état dépressif. Le burn-out va se traduire par euh, un ennui profond qui va provoquer la perte d'intérêt pour ce que on doit faire, ce que l'on va faire, et qui voit augmenter les tendances dépressives de manière très importante chez l'individu. Le burn-out, c'est un peu différent, c'est aussi un état dépressif, mais qui se caractérise très souvent par énormément de symptômes anxieux très avancés, donc crise d'angoisse sur ce qui va nous arriver, le fait de craindre ce qui va nous arriver. On n'est pas sur les mêmes symptômes entre le burn-out ou le bore-out, mais on reste sur des types d'états dépressifs. Alors, moi, il y avait ce graphique que je voulais présenter aujourd'hui. C'est peut-être ce lien de cause à effet, en tout cas, voilà, processus évolutif, l'évolution finalement du rapport que l'on a à la charge de travail. Et je pèse bien mes mots, je parle de rapport que l'on a à sa charge de travail avec, euh, avec ces notions de burn-out ou de bore-out, parce qu'il y a un effet euh, crescendo, donc évolutif, qui va faire qu'on a la possibilité d'anticiper, de détecter en amont ce qui va se passer. Donc, on va parler du processus d'épuisement, donc qui démarre par l'engagement du collaborateur. Particularité du burn-out, c'est que c'est un état qui apparaît chez les collaborateurs engagés. Un collaborateur qui n'est pas engagé pour sa boîte,
qui n'a pas de lien émotionnel avec son entreprise, avec son organisation, qu'elle soit publique ou privée, hein, ne va pas faire de burn-out. Le burn-out est la conséquence du surengagement dans l'entreprise, dans le travail, dans les collègues. Et on parle de surengagement, notamment de surengagement émotionnel. Et dès que le rapport au travail devient trop émotionnel, parce qu'on ne peut pas avoir un rapport au travail totalement dénué d'émotions, mais lorsque l'investissement émotionnel est trop fort, eh bien, on peut rentrer dans des états de surengagement. Alors, qu'est-ce que dit ce graphique très simplement? Il dit, il y a l'engagement, plaisir au travail, efficacité professionnelle, état de bien-être. On a vraiment un beau triangle de facteurs qui fait qu'on est dans un état de sérénité, d'épanouissement parfait. Je travaille, je me sens efficace, utile, et ça me rend heureux. Et je suis heureux, donc j'ai de l'énergie qui me permet d'être efficace au travail, et c'est un cercle vertueux. La problématique, elle arrive à partir du deuxième étage, donc sur engagement, où là, le plaisir est encore là, mais il est couplé avec de l'anxiété. Alors, ça a été particulièrement vrai pendant la période de la Covid, parce qu'on a eu cette anxiété qui est venue de facteurs exogènes. Mon travail est arrêté, mon secteur d'activité est impacté, ou alors j'ai beaucoup trop de travail, j'en ai pas assez. Donc, les tendances anxieuses ont énormément évolué avec la Covid, et on a vu d'ailleurs la DARES publier les résultats, une augmentation. Entre 2019 et 2020, on est passé de 1 personne sur 12 qui présentait des symptômes d'état dépressif à 1 personne sur 7 en 2020. Donc, quand il y a l'anxiété qui vient avec le plaisir, eh bien, on a quelques premiers symptômes qui apparaissent: troubles du sommeil, troubles digestifs, troubles dermatologiques. Les plaques d'eczéma sur la peau qui se révèlent sont des symptômes d'anxiété et qui peuvent être la résultante d'un surengagement. Alors, le surengagement, c'est pas si grave que ça en soi, c'est plutôt un état d'alerte. Un état d'alerte dans le sens où ces symptômes viennent alerter l'individu de la présence d'une anxiété qui est mauvaise pour la santé si elle perdure. L'objectif de cette alerte, c'est évidemment de nous alerter. Et si on reçoit bien le message et qu'on agit, eh bien, on fait redescendre cette anxiété et les symptômes disparaissent, et c'est formidable. Alors ça, si c'est possible, évidemment, parce que typiquement, la Covid, personne n'a pu la faire disparaître. Donc, là, parce qu'il y a du engagement, et si on n'arrive pas à faire partir les symptômes parce que ça nous dépasse, eh bien, on passe au troisième niveau, acharnement frénétique. C'est-à-dire qu'on va continuer de s'investir. Généralement, on va compenser son anxiété par la charge de travail. Donc, j'ai trop de travail, je n'y vois plus clair. Ça provoque chez moi des tendances anxieuses qui provoquent des troubles du sommeil, des troubles digestifs, des troubles dermatologiques. Ça m'empêche de dormir, ça me fatigue, donc je travaille moins efficacement. Donc, je veux travailler plus pour limiter ces effets-là et me protéger. Et donc là, on rentre dans un cercle vicieux parce que plus je travaille, et on répète la même histoire, hein, plus je travaille, moins je dors, moins j'ai d'énergie, etc. Et donc, on rentre dans cette logique d'acharnement frénétique. Et là, l'anxiété, elle devient majeure. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on a un moment de pause, eh bien, son cerveau est complètement occupé par la crainte de ce qui va nous arriver demain. Et ça, c'est extrêmement épuisant. Et c'est ce que dit le graphique: passage du symptôme au syndrome. Trouble du sommeil chronique, c'est tous les soirs, c'est pas 1 ou 2 soirs par semaine, c'est tous les soirs. Une fatigue chronique, donc on est dans un état de fatigue continu, et ça se manifeste aussi par les troubles du comportement. Alors, troubles du comportement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on a des tocs en pleine réunion. Troubles du comportement, ça veut dire simplement que quand quelqu'un vient me voir avec un problème, j'ai une réaction émotionnelle, et donc, en clair, je m'énerve. Voilà. C'est l'énervement, l'irritabilité qui est un des premiers symptômes de la fatigue chronique. Pathologie avérée, hypertension artérielle, ulcère gastrique, infection à répétition, dermatose, etc. Donc là, on a vraiment pu détecter sur des situations d'acharnement frénétique une dégradation du corps qui se faisait par les effets d'épuisement majoritairement, mais qui apparaissent de manière très, très certaine. L'hypertension artérielle, c'est un des symptômes du stress qui a été détecté il y a plus de 30 ans déjà, il n'y a pas de doute. Quand on a une exposition à un stress prolongé, eh bien, on a cette hypertension artérielle qui apparaît.
Et donc, et si on reste dans la même logique, travail excessif, plus compulsif, très élevé, et là, on a vraiment cet effet de perte d'efficacité. On travaille trop de sujets à la fois, on ne prend pas du recul, et plus ils travaillent, moins ils sont efficaces, plus ils travaillent. Voilà, il y a cet adage qui est bien connu, qui montre bien la limite du modèle. Et ça fonctionne jusqu'à l'effondrement, donc le burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel, où à un moment, le corps dit stop. Et là, on retrouve une équation de plusieurs choses, l'épuisement émotionnel, l'épuisement physique et l'épuisement psychique. On n'a plus de cerveau pour réfléchir, on n'a plus de corps parce qu'il est trop fatigué, on a perdu du poids, on a pris du poids, et émotionnellement, on n'a plus rien. Et dès que quelque chose nous arrive, eh bien, on réagit avec énormément d'émotions. Et ça, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Et c'est un des risques, je dirais, majeurs de la surcharge au travail. Je vais laisser la parole à Barbara parce que on a prévu d'autres choses aussi, mais moi, ce que je voulais évoquer, c'était ce lien entre surcharge et burn-out, qui est le risque majeur d'un point de vue santé au travail que je vois avec la situation de surcharge de travail que l'on a connue et que l'on risque peut-être de continuer de voir si on ne fait rien. Barbara? Ah bah j'ai pas ton micro, Barbara, il n'y a pas ton micro. Coupé pour que le son soit pas parasitaire. Effectivement, Camille, la problématique, elle est d'autant plus accrue. Je regardais la fiche destinée aux employeurs qu'a édité l'ANACT, qui évoque un certain nombre de recommandations pour le retour sur site des collaborateurs, et on en parlera probablement un petit peu plus tout à l'heure, qui insistait particulièrement sur les risques très très tendus liés à la charge de travail, justement. Et ce risque de surinvestissement lié à l'hyperconnexion, dont on a précédemment parlé dans un autre webinaire ensemble avec Camille et Cadi Social, lié à l'articulation souvent désastreuse pendant le télétravail entre la vie privée et le temps de travail surinvesti par les collaborateurs, la nécessité de valoriser l'activité de chacun, et il y a une certaine série de recommandations qui sont proposées par l'ANAC pour nouer du dialogue, favoriser l'échange de pratiques, etc. Donc ce risque, il a été encore souligné pendant les confinements, et il est plus jamais que présent au moment où un certain nombre de collaborateurs vont retrouver le chemin du bureau, notamment à partir du 9 juin prochain, alors que d'autres collaborateurs vont poursuivre en tout ou partie leur activité pendant certain temps avec des populations de salariés qui ne vont pas travailler dans des conditions analogues, ce qui risque aussi de poursuivre parfois des malentendus. J'en profite, j'ai lancé un sondage. N'hésitez pas à participer. Où vous situez-vous par rapport à votre charge de travail actuellement? Voilà, ça prend 3 secondes. Vous avez différentes options et voilà, je te rends la parole, Barbara. Merci beaucoup. Donc voilà, une obligation de prévention qui est très accrue chez les employeurs. C'est ce moment du retour, ce retour prévisible des collaborateurs au bureau, ce moment un peu charnière où le télétravail va peut-être passer avec une modulation plus importante. On va probablement en entreprise réfléchir à maintenir une forme de télétravail peut-être sur 1, 2 ou 3 jours par semaine. Donc vraiment une nécessité très importante de réfléchir comment on va travailler, ce qui a fonctionné et ce qui a dysfonctionné pendant les temps de confinement et pendant les temps de télétravail généralisé, de sorte qu'il faut remettre ça à plat, prévoir probablement un plan de reprise à l'occasion du retour des collaborateurs en entreprise, et une réévaluation. Où est-ce qu'on en est vis-à-vis de cette prévention des risques, qui est une obligation majeure pour l'entreprise, la nécessité de remettre à jour le document unique aussi, en fonction de ce qu'on veut conserver comme bonne pratique et ce sur quoi il faut continuer à faire beaucoup de prévention, notamment sur ces risques très accrus. Donc à nouveau, beaucoup de pression sur les managers, puisque c'est souvent eux les premiers relais
des risques de burn-out, notamment que tu évoquais Camille. C'est eux qui sont en lien direct avec des collaborateurs qui parfois craquent, qui parfois sont en très grande difficulté, et donc la nécessité absolue de remonter très vite l'information pour qu'il y ait des actions immédiates qui puissent éventuellement être prises pour éviter voilà, que la santé des collaborateurs se dégrade encore. Je vais peut-être rebondir sur ce que disait Barbara, parce que effectivement, les managers sont sous pression. Ils sont aussi sous pression de l'engagement des collaborateurs. Oui. Et à l'aune de cette... Enfin, on sort de cette crise, les choses ont forcément changé dans nos habitudes, et je pense que l'écologie personnelle qu'on en a tirée, de la ramener dans son sac à dos au bureau. Je pense qu'on est tous comme ça. On a découvert que le télétravail, ça pouvait être hyper anxiogène, comme ça pouvait être aussi très bien pour des rythmes de vie décalés. Il va falloir faire le tri entre tout ça. Et le manager, pression du chiffre, forcément du chiffre ou de la direction. Et en plus, il a la pression d'engager tous ses collaborateurs. Et pour les engager, il va falloir les écouter. Donc, c'est une brèche qui est clairement ouverte dans le futur, déjà quasiment maintenant, c'est que pour engager le collaborateur, il va falloir lui offrir quelque chose, lui offrir une place qui est sûrement différente de celle de février 2020, si on doit remonter aussi loin. Et j'invite tout le monde sur son écologie personnelle. Qu'est-ce qui, pendant cette année, voire année et demie un peu spéciale, qu'est-ce qui a fait du sens pour moi? Qu'est-ce qui m'a plu dans le travail, même s'il était à distance, même si c'était difficile, même si on met... Il y a des choses qui nous ont plu, il y a des choses qui nous ont déplu, il y a des choses qu'on a réalignées. Et là, c'est vraiment, j'apprends en marchant, parce qu'on n'avait jamais pensé vivre ça, on n'avait jamais pensé passer en 100% télétravail un jour, pour certains, en hybride pour d'autres, et pour ceux sur l'opérationnel, eux, ils n'avaient jamais pensé, ils allaient se retrouver tout seuls aussi sur les lieux de production. Donc, il va falloir réaménager tout ça, et je vous invite d'un point de vue personnel à voir ce que vous voulez ramener, et ça se négocie, il faut en parler. Vécu des surcharges, des sous-charges, et puis le manager faut aussi se mettre à sa place, il doit vous engager, et pour vous engager, eh ben, il va avoir du temps d'écoute, et faut vraiment le saisir. Même si vous le percevez pas très bien, c'est pas grave, vous mettez le pied dans la porte et vous y allez. C'est le meilleur moyen de rattacher ce que disait Barbara, c'est-à-dire le légal. On va aller sur des choses qui seront sûrement plus bornées, mais si personne s'exprime, ça changera jamais. Alors, il y a pas mal de réactions à ce que vous dites. Il y a alors, Gladys qui dit « Et quand c'est le cadre qui craque ?» Et Sylvie qui rajoute « Et quand c'est l'employeur qui est en surcharge et sous pression ?» Qui le soutient et met en place toutes ces solutions? C'est un vrai sujet. Hein. C'est un vrai sujet, parce que quand dans une équipe sportive, vous avez le qui craque et qui est plus là, ou moi je l'ai vu en tant qu'arbitre international, un coach qui pète un plomb sur une situation, sûrement parce qu'il a trop de pression, parce qu'il veut que son équipe gagne, et qui se fait exclure du match. Et ben l'équipe se retrouve toute seule. Et là, c'est là où émergent les leaders. Et les leaders, c'est pas forcément le manager N-1. C'en est d'autres, et il faut laisser la place à tout le monde. Faut faire confiance. Effectivement, si c'est le cadre qui craque, si c'est un bon leader, un bon manager, ces équipes sont capables, non pas de pallier sur 24 mois son absence, mais d'assurer et d'aussi le remonter. Une équipe, c'est dans les deux sens. La confiance, elle est mutuelle, et l'entraide aussi, elle est mutuelle. Je vais clôturer les votes. Où vous situez-vous par rapport à votre charge de travail? Hop, je partage les résultats, donc là, tout le monde va les voir. Et on a 42% qui dit « J'en ai trop, mais je gère ». 27% qui dit « Ça va, c'est équilibré ». 4% qui dit « C'est plutôt tranquille en ce moment ». Et on a quand même 15% de personnes qui nous disent « J'en ai trop et je sens que cela me pèse ». Et 12% qui nous répondent « Je me sens complètement dépassé ». Donc quand même, je veux dire que la zone moyenne, c'est trop de travail en ce moment. On a globalement 65% de personnes sur 3 qui disent que on est plutôt dans une période de surcharge de travail, avec des gens qui
qui le gèrent plutôt bien et d'autres qui le gèrent moins bien. Et l'autre sondage que j'avais ouvert, c'est: avez-vous déjà suspecté des cas de burn-out dans votre organisation? Les mots sont importants. On parle de suspicion parce qu'effectivement, on ne va pas parler de diagnostic, hein. On a vu avec Julie tout à l'heure, ça a un peu choqué de voir une direction faire un diagnostic. Voilà, il faut se méfier des diagnostics un peu rapides. Mais voilà, on voit les symptômes et ça nous intéresse de savoir si vous les voyez. Il y a aussi un autre effet, moi, que je trouve un peu dangereux en ce moment, c'est que concrètement, là, on est en sortie de crise. Véran, le ministre Véran, l'a annoncé ce matin ou hier soir. Enfin, j'ai lu ça ce matin, comme quoi les indicateurs macro étaient positifs sur la Covid. Donc, on est sur une sortie de crise sanitaire. Mais on a énormément d'échanges sur différentes thématiques d'ordre économique, à savoir comment va se situer la reprise économique, le rebond économique en septembre. Est-ce que l'arrêt des aides va provoquer une nouvelle vague de restructuration d'entreprise? Est-ce qu'on va avoir plutôt une très très grosse hausse du PIB, une forte croissance parce que tout le monde attendait de pouvoir sortir et de dépenser son cash parce qu'il y a énormément d'argent dans les banques actuellement? Je lisais dans les Échos un article très intéressant sur ce que projetaient les dirigeants d'entreprises, de grandes entreprises, d'ETI et de PME. Et ils disaient qu'en fait, l'enjeu des 2 prochaines années allait être de garantir la capacité d'offrir le service. À savoir, l'enjeu n'est plus de trouver des clients, comme il l'a été sur ces 15 dernières années. L'enjeu de l'entreprise, ça va être de savoir exécuter. Et pas de trouver des clients, ça va être facile parce que tout le monde veut des choses en ce moment, tout le monde veut dépenser de l'argent. Non, ça, c'est plus un problème. Le problème, c'est de réussir à exécuter ce qu'on promet à son client. Et ça, c'est un sujet intéressant, mais moi, je trouve que ça a une répercussion. Enfin, ça va avoir une répercussion, je l'anticipe en tout cas. C'est que concrètement, quand la tension elle est sur la capacité à offrir, ça va se répercuter à un moment ou à un autre sur les équipes parce que concrètement, quand on doit faire, on avait l'habitude de faire 10 avec une équipe de 10 personnes. Demain, les clients nous demandent de faire 15. On n'arrivera pas à recruter 5 personnes supplémentaires. Donc, à un moment, il va falloir réussir à rentrer l'équation, faire 15 avec 10 personnes. Et ça, on est en train de parler de surcharge de travail. Et quand on voit les annonces gouvernementales, ce qui se dit dans la presse économique, on se dit que les 2 années à venir ne vont pas être des années de récupération et de repos post-crise, mais plutôt 2 années de fort développement économique. Et qui dit fort développement économique dit travail, quoi. Ouais, alors Barbara, je pense que je vais te lancer sur la voie du juridique. Est-ce qu'on peut pas justement cette période qui c'est pas les 30 glorieuses, ce sera peut-être les 2 glorieuses d'après Covid, enfin peu importe, c'est des indicateurs qui nous montrent qu'on va être en surcharge. Mais ça c'est aussi un indicateur qui nous montre que la reprise économique est là et que peut-être c'est le moment de s'aligner avec ses valeurs et s'aligner avec une entreprise avec laquelle on veut travailler. Si votre direction, si votre manager, si cadres ne sont pas en capacité d'entendre que vous êtes en surcharge, que ça ne va pas, que la répartition du travail part à volo depuis 1 an, c'est peut-être le moment de changer. C'est peut-être le moment justement de mettre ça sur la table en disant OK, va y avoir de l'emploi, trop d'emplois, c'est peut-être le moment de passer le pas. Et là, je pense que Barbara, tu peux faire le saut avec ce que tu vois toi tous les jours. Je suis en plus tout à fait d'accord avec toi, Charlotte, parce que la première chose que je dis aux cadres qui me confient des situations de travail difficiles, ce qu'ils rencontrent en termes de charge de travail, de manque d'écoute, c'est que le plus important, c'est leur capacité à conserver leur santé. La première chose importante, c'est eux. Le capital de santé que vous avez chacun, c'est ce que vous avez de plus précieux. Il faut bien choisir auprès de qui vous le mettez en pratique. Et voilà, le plus important, c'est nous. Ça, c'est la raison absolue. Alors évidemment, avec toutes les nuances de le pragmatisme économique, il faut que je garde ce job, j'ai pas le choix pour le moment, c'est pas le bon moment de changer, etc. Mais il faut vraiment prendre la mesure de l'importance de cette préservation individuelle
qui est notre capital, c'est ce qu'on a de plus important. Une fois qu'on a dit ça, il est important effectivement de challenger son entreprise quand, au moins au stade où les choses peuvent être entendues par la direction et son manager. Il y a toute une série de choses que l'entreprise doit faire. Alors la charge de travail, c'est pas inscrit dans le code en tant que tel. Il n'y a pas un article qui dit que l'employeur doit respecter une charge de travail modérée. Ça s'exprime pas de cette manière. C'est souvent une notion qui est entendue sous le prisme de la durée du travail. Bien sûr, la société, elle doit respecter la durée du travail qui est prévue dans votre contrat. Soit je travaille 35 heures, j'ai donc des horaires classiques de travail, soit je suis cadre au forfait. Et il y a des règles aussi, on n'est pas censé travailler jour et nuit. Notamment, il y a un repos de 11 heures minimum quotidien qui doit être impérativement préservé, etc., etc. Il y a toute une série de règles. Donc, sur le terrain de la charge de travail, on peut quand même agir, on peut engager des dialogues, on peut challenger, comme disait très justement Charlotte, son manager, sa direction. Est-ce que cette boîte, elle est alignée avec mes valeurs? Est-ce que je peux travailler sereinement dans des conditions qui préservent ma santé? Parce que si la charge de travail n'existe pas en tant que telle, l'employeur doit quand même faire deux choses essentielles. Ils doivent adapter le poste et la charge de travail au poste, c'est-à-dire que si votre charge de travail, elle est structurellement désorganisée, que le poste que vous occupez, il est structurellement en surcharge, parce que c'est mal défini, c'est de l'apanage de la société d'y remédier, de trouver des solutions, de la répartir différemment, d'embaucher, que sais-je encore, c'est leur responsabilité. Donc cette obligation d'adaptation et de formation, on peut aussi arriver sur un nouveau poste, avec encore des compétences à confirmer, c'est à la société de vous former, de vous donner des outils, de sorte que vous ne passez pas vos nuits pendant 4 mois, le temps que vous mettiez vous soyez un petit peu plus à l'aise. Donc ça, c'est des obligations, tout comme, et on l'a dit précédemment avec Camille, l'obligation, bien sûr, de préserver la santé, la sécurité, donc sous le prisme du quand le trop-plein arrive, l'employeur doit déceler, a l'obligation de le faire. Alors, comment ça se passe concrètement? Il y a des outils déjà contractuels. Il y a votre contrat de travail. On l'a dit, il doit définir votre job de façon précise. Et à l'intérieur de cela, s'il y a des tâches qui n'ont rien à y faire, c'est le moment d'en discuter. C'est le moment de voir ce qu'il y a à faire. Il y a également, pour ceux que ça concerne, la question des objectifs. On ne demande pas non plus à un sportif de faire des choses complètement impossibles. C'est tout à fait adapté par rapport à ses capacités, à la compétition, à ce qui est prévu. De la même manière, vous demandez des objectifs inatteignables, c'est pas légal en fait. Donc ça aussi, avant de les accepter, ou une fois que ils vous ont été plus ou moins imposés, sachez que vous avez le moyen d'y résister s'ils sont pas applicables. Par ailleurs, il faut aussi, bien évidemment, surveiller la charge de travail, on l'a dit, et puis l'employeur a cette obligation de mettre à jour le document unique. Dans les grosses entreprises, depuis 300, il y a un bilan annuel, il y a un rapport du médecin du travail qui est vraiment un outil très précieux pour un peu monitorer les risques. Et quand on est DRH, c'est vraiment très important. C'est vraiment une source d'information qui est capitale pour un peu prendre le pouls. Qu'est-ce qui va bien dans mon entreprise? Qu'est-ce qui va mal? Les représentants du personnel, bien sûr, sont des acteurs très importants, tout comme le médecin du travail lui-même, avec qui un échange régulier est vraiment important. Et pour finir, il y a aussi des éléments sur lesquels tenter d'agir, tenter d'engager le dialogue, demander aux représentants du personnel si ça existe. Est-ce qu'il y a une charte liée à la déconnexion dans votre entreprise? Est-ce que la qualité de vie au travail, comme décrivait Camille, c'est un sujet sur lequel il y a une négo? Alors évidemment, c'est réservé aux plus grandes entreprises, mais il n'est pas interdit de discuter de ces thèmes, quelle que soit la taille de votre société. L'entreprise a des droits, mais vous avez aussi le devoir de vous exprimer. Et pour faire respecter ses droits ou même pour les modifier, mais c'est vraiment ça. Vous avez des outils, il faut vous en servir. L'arbitre a un règlement, s'il ne s'en sert pas, le match part à volo. Et si le joueur ne connaît pas le règlement non plus, le joueur ou la joueuse, il peut pas s'en servir pour respecter les règles et aller marquer un but vers la victoire. Donc surtout, n'ayez pas peur de vous exprimer ou de demander. On n'est pas obligé de s'exprimer dans la guerre, hein, mais peut-être que pendant ce confinement et peut-être que dans cette période vraiment spéciale, vous vous êtes dit, moi tous les soirs à 18h, j'ai pris le pli, je vais courir, j'adore ça. Sauf que quand je vais revenir, il va falloir que je quitte le bureau à 18h30. Et ça vous met une pression folle et vous avez plus envie d'y aller et ça vous ronge de l'intérieur. Peut-être qu'une simple discussion avec votre manager en disant, voilà,
Le non négociable maintenant avec moi, c'est le 18. Le 18h, je le compense ailleurs. J'arrive le matin une demi-heure plus tôt. Donc il y a plein d'outils, des outils très personnels, de développement personnel, et des outils légaux que Barbara vient d'exprimer. Il y a un point, parce qu'au-delà de tout le sujet juridique et du panel, moi, ce que je trouve intéressant, et je vais prendre ma casquette de chef d'entreprise aussi, parce que je suis dirigeant, donc chaque fois que j'entends ces sujets, je me dis qu'est-ce que je ferais si quelqu'un vivait ça, ou qu'est-ce que je fais quand quelqu'un vit ça, parce que la réalité, c'est que il n'y a pas d'entreprise dans lesquelles il n'y a pas des personnes qui, à un moment, ont trop de travail, ou enfin, je ne connais pas cette organisation parfaite où tout le monde est parfaitement équilibré par rapport à sa charge. Je pense que l'enjeu, il est au-delà de la santé de l'individu par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la situation économique. Il y a deux grands changements pour l'après-Covid. Le premier, c'est qu'il y a le télétravail. Hier, le télétravail, on ne connaissait pas, on ne savait pas faire. Aujourd'hui, l'employeur qui dit pas de télétravail, il va avoir du mal à fidéliser ses talents, il va avoir du mal à être attractif avec de nouveaux talents. Donc concrètement, il va peut-être essayer pendant 2 ans, et puis à un moment, il va se dire, bon, il faut qu'on le fasse. Il aura cramé 2 ans à s'épuiser, à essayer de dire aux gens d'aller venir travailler, pour finalement s'apercevoir qu'il allait complètement à l'inverse de l'évolution mondiale. Ça, c'est un premier changement. Deuxième changement, c'est justement l'évolution économique qui tend vers une difficulté à offrir. On a créé des outils qui permettent d'être plus performants, entre guillemets, hein, mais logiquement, on se dit, si pour faire une réunion, on a besoin de se connecter, c'est quand même, on perd moins de temps dans les transports que si on doit se déplacer à un endroit ou à un autre, etc. Il y a d'autres effets négatifs, il faut qu'on apprenne le fonctionnement des outils, mais somme toute, le télétravail permet une meilleure productivité, une meilleure performance que le travail au bureau, dans une certaine limite. Voilà. Tout ça pour dire que demain, le risque majeur de la situation, c'est la surcharge, parce qu'on ne maîtrise pas les outils, on ne sait pas dire stop, on ne sait pas s'arrêter 5 minutes avant une réunion pour aller aux toilettes. Moi, combien de fois, je me suis fait la réflexion en me disant, mais en fait, mon après-midi est rempli, je n'ai pas le temps de me lever de ma table, de mon bureau pour aller aux toilettes. On ne sait pas manager ça encore, on ne le maîtrise pas très très bien. Pour moi, une boîte, une organisation publique ou privée qui a un enjeu majeur, qui est d'offrir son service avec des collaborateurs en surcharge, qui finalement, comme le fait dit Sylvie, elle dit, ben voilà, on a fait plein de choses, mais bon, qu'est-ce qui se met en place pour moi? À un moment, Sylvie, le risque, c'est qu'elle s'effondre émotionnellement, physiquement et psychiquement, qu'elle se retrouve en arrêt longue durée, avec un gros impact sur sa santé, potentiellement un conflit juridique avec son employeur. Et puis l'employeur, il a un deuxième problème, c'est qu'il n'a personne à la place de Sylvie pour faire son travail. Donc en fait, cette situation, elle est très mauvaise pour la santé de l'individu, elle est très mauvaise d'un point de vue juridique. Et en plus de ça, dans un marché où l'enjeu c'est de produire, quand vos équipes font des burn-out, se mettent en arrêt longue durée, en clair, vous avez un problème économique, c'est-à-dire vous n'allez pas adresser ce que vous avez promis d'adresser, ça va se traduire par décroissance, perte de rentabilité, etc. Donc ça devient un des enjeux majeurs. Je pense que un des points positifs de cette crise, ça va être justement d'éduquer le management, les organisations, à se dire, quand un salarié vient me voir parce qu'il est en surcharge, c'est une alerte de rentabilité en fait et de capacité à assurer la pérennité de la boîte, quoi. Donc les enjeux pour moi, je pense particulièrement, Charlotte, quand tu dis il faut aller en parler, c'est un bon sujet. Je pense que c'est vraiment une période qui favorise le fait de pouvoir parler de surcharge de travail et de pouvoir dire stop, parce que entre je veux quelque chose à court terme, mais je m'épuise à moyen terme, et je me préserve un petit peu à court terme, mais je suis dans la longueur. Voilà, je pense qu'un employeur sensé, aujourd'hui, il préfère 1000 fois le moyen terme que le court terme sans limite. Et ça, c'est plus vrai aujourd'hui qu'hier. C'est une vraie brèche qui est ouverte, et c'est peut-être un des enseignements les plus positifs de cette crise sanitaire, c'est que les choses sont peut-être plus faciles. Il est jamais facile d'aller parler des choses qui nous satisfont. J'arriverai pas à le dire celui-là de mot-là, mais des choses qui ne nous vont pas. Mais la brèche est peut-être plus grande qu'elle n'a jamais été, donc profitez-en. Ouais.
Je vois, j'avais lancé, avez-vous déjà suspecté des cas de burn-out dans votre organisation? Je viens de partager les résultats. Il y a quand même une personne sur 5 qui nous dit plusieurs fois, j'ai le sentiment que cela monte. Quelquefois, c'est 2 personnes sur 3. Et puis j'ai le reste, 7%, 7% qui dit, j'en ai pas constaté et je ne sais pas, je ne maîtrise pas suffisamment. Mais je vois que, en tout cas, le sujet, il est évoqué. Catherine nous dit, quand j'ai dit stop, on m'a rajouté des dossiers. Ouais, donc en fait, là, nous, on est dans la théorie avec Charlotte, Barbara, en faisant de la prospective sur ce qui devra être demain. Mais, mais entre la théorie et la pratique, il y a un delta. Moi, je crois sincèrement à ce fait que demain, enfin, aujourd'hui, la capacité à produire est vraiment la clé et que, en fait, on est tous les acteurs de la production de l'entreprise, que si on ne va pas bien, on ne peut pas produire. Et si on ne peut pas produire, l'entreprise, elle ne va pas bien. Et donc, c'est pour ça que j'ai quand même dit à un manager sensé, parce qu'il peut y avoir des managers pas sensés, les gens sont censés normalement par nature, mais parfois, ils peuvent être eux-mêmes en situation de surcharge et dépassés par des situations et pas avoir le discernement nécessaire à une situation. Mais aujourd'hui, plus que jamais, je pense que c'est un point important. D'ailleurs, il y avait une question, Barbara. Ah, mais non, mais tu as répondu. Quelle est la fréquence des entretiens avec son manager? Il n'y a pas ton micro. Ton micro, Barbara. C'est souvent déterminé par les conventions collectives, c'est au moins une fois par an, donc cet entretien, il doit avoir lieu. Il ne faut pas hésiter à mettre les pieds dans le plat, il ne faut pas hésiter à réclamer qu'il se tienne. Et pour les ressources humaines qui nous écouteraient, c'est vraiment un point absolument essentiel, puisque dans les contentieux liés aux demandes de rappel d'heures supplémentaires, c'est un élément qui est absolument incontournable. Donc il est vraiment important de s'assurer. Alors on va nous dire c'est souvent un problème de temps, c'est très difficile. On y revient, hein, la charge de travail qui est dévolue aux managers, elle est très lourde et c'est encore une des casquettes qu'ils doivent endosser pour conduire ces entretiens. Et c'est encore, faut trouver le temps, hein, de les faire. Et c'est très souvent ce qu'on entend de la part de nos clients, mais c'est un point qui est absolument décisif. Et comme le disaient Charlotte et Camille, c'est vraiment une possibilité de dialogue, c'est une possibilité de diagnostic. C'est vraiment très important en ce moment de multiplier les occasions de dialoguer, de comprendre ce qui se passe, de faire des retours. Et j'en profite pour rebondir sur la fiche employeur de l'ANACT pour lequel Hélène vous a mis le lien dans le chat. À nouveau, hein, l'ANACT insiste sur l'importance, hein, de cet élément de diagnostic à faire à cette période un peu charnière, avec une reprise en présentiel qui va s'opérer, puisqu'il y a quand même des indicateurs qui semblent assez inquiétants. On a plus de la moitié des managers qui se disent en détresse par rapport à l'amoncellement de tâches qu'ils ont dit. Alors peut-être y a-t-il un effet, on pourrait imaginer, relativement temporaire. Les choses vont peut-être rentrer un petit peu dans l'ordre avec un retour au bureau et on va revenir à un mode de management plus classique. Mais en entendant Camille, la prospective, elle est plutôt à la montée en charge encore. Donc il est vraiment important de faire le point. Qu'est-ce qui a fonctionné par rapport aux heures où les uns et les autres étaient joignables? Quel type d'outil a fonctionné? Finalement, qu'est-ce qui marche pour l'équipe et qu'est-ce qui ne marche pas? Quels collaborateurs sont laissés sur la touche et dont on n'a plus entendu parler depuis des mois? Aller les rechercher, aller les réengager. Et comme disait Camille, c'est vraiment un enjeu de productivité qui est immense. C'est un enjeu évidemment financier pour l'entreprise qui s'expose à un absentéisme, des arrêts de travail. Et voilà, c'est pour délivrer ensemble le travail demain. Il y a vraiment un souci d'environnement, de se protéger et s'écouter les uns les autres. Il n'y a pas de meilleure forme, hein. Ça peut être un collaborateur qui vient essayer de discuter auprès des RH et qui a une inquiétude vis-à-vis d'un collègue. Il ne faut pas hésiter à multiplier ces occasions de dialogue pour trouver ensemble des solutions. Barbara, je pense quand même, dans les conventions collectives où les personnes peuvent être au forfait jour, Ouais. il y a quand même, lors de l'entretien annuel, il y a quand même cette notion d'évoquer si la Oui. charge de travail est adaptée,
si elle permet un équipe pro-perso. Alors, rien n'est clair, mais le sujet doit être abordé, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Le sujet doit être abordé de façon tout à fait, on va dire, de tout à fait claire. Et le sujet est vraiment sur la table, au moins à minima une fois par an. Et bien évidemment, rien n'empêche, bien au contraire, quel que soit le collaborateur et sa situation, on l'a vu dans les questions tout au long de nos échanges dans le chat, rien n'empêche le collaborateur d'alerter à tout moment son manager, les RH, les deux, s'il y a un problème de déséquilibre qui commence véritablement à poser problème. Ouais, n'oubliez pas que vous êtes toujours la clé, en fait. Vous êtes votre propre clé de bien-être au travail. Et si vous ne faites pas ce pas, ou si vous ne vous confiez pas à quelqu'un, même si vous n'avez pas envie d'aller voir la direction, ou vous êtes déjà en surcharge, vous êtes la clé. Sans une alerte de votre côté, quelle qu'elle soit, on ne pourra jamais prendre en compte votre situation, sauf si, bien sûr, vous arrivez au travail en rampant, et là, ça se verra, mais ça sera déjà mal tard. C'est une belle conclusion avec... Tu n'avais pas dit coach, Charlotte, quand tu t'es présentée. Mais je trouve que tu as raison, et je le regarde parce que, avec mon regard aussi de chef d'entreprise, où je me dis, à un moment, je peux passer à côté de certains sujets si je ne réussis pas à avoir le bon échange avec mon collaborateur, et si lui aussi ne m'alerte pas. Je sais que c'est difficile parce que je fais 15 trucs à la fois, je peux être pressé ou autre, et donc c'est pas facile de trouver le temps pour évoquer cette problématique-ci. Et c'est la raison pour laquelle je dis à mes équipes de ne pas essayer d'adresser les sujets entre deux portes, mais de vraiment un collaborateur qui me dit j'ai besoin qu'on parle. Jamais je lui dis bah, écoute, j'ai pas le temps. Non, tu as besoin, ok, là j'ai capté le message, tu as besoin qu'on parle, on va se poser, on va discuter, et on va tout se dire, parce que dans le monde de demain, ça c'est ma vision, une boîte qui ne se parle pas, elle ne va pas durer. Elle ne va pas durer, enfin je veux dire, elle continuera pas dans cette dynamique-là. On a besoin d'avoir des équipes qui se parlent, qui se disent les choses, parce qu'on est en télétravail, on est à domicile. C'est encore plus difficile aujourd'hui de coordonner les actions de tout le monde. Le monde évolue très très vite, et il faut de la communication dans les équipes, quoi. En tout cas, ouais, c'est ça. C'est vraiment, on est tous des clés à regarder et à s'exprimer. Ouais. Barbara, un mot pour clôturer. Oui, sur les enjeux, on en avait parlé, Camille, sur les enjeux de la reprise autour du télétravail. Ça, c'est véritablement un sujet sur lequel on a beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes aussi, tant de la part des RH que des cadres. Les ressources humaines nous confient à quel point elles sont préoccupées de savoir que beaucoup de cadres appréhendent très fortement un retour au travail de façon plus intense. Et d'après les retours que je vois et les chiffres que j'ai pu croiser cette semaine, il semblerait que 80% de ceux qui veulent poursuivre en télétravail souhaitent rester chez eux entre 2 et 3 jours par semaine. Et ça, pour organiser, pour continuer à avoir de la cohésion en équipe, c'est un sujet absolument majeur pour les ressources humaines, pour l'engagement dont tu parlais et délivrer comme tu l'indiquais. C'est une super transition parce que j'ai Hélène qui me dit dans l'oreillette de partager le document que l'on a fait de synthèse, hein, ce n'est pas un document très lourd, sur les 4 étapes clés pour agir sur la charge de travail en temps de crise. Je le mets dans le chat, vous devriez le voir là, en téléchargement direct. Qu'on a mené d'ailleurs chez Crédit Social. On a fait l'exercice et on continue de le mener parce que ce n'est pas un exercice que tu fais ponctuellement et après c'est terminé et tout va bien dans le meilleur des mondes. En 4 étapes, voilà, de se poser, de créer un groupe pour traiter le sujet, de faire un diagnostic interne, un pré-diagnostic de la situation, d'abord un pré-diagnostic, ensuite un diagnostic, et enfin mettre en place un plan d'action avec justement une vision partagée finalement des sujets à traiter pour améliorer l'efficacité au travail de chacun et l'épanouissement et l'équilibre de vie pro et perso des uns et des autres. Ouais. Donc en fait, on n'avait pas prévu, évidemment, ça ne se passe jamais comme prévu, que ça finisse comme ça
le webinaire. Je vois qu'il y a bien sûr diffusable dans vos structures. Voilà, n'hésitez surtout pas à partager ces documents. Marie-Sophie qui dit merci à vous trois, de vrais champions pour les sportifs, de vrais mousquetaires pour les littéraires. Eh bien, quel éloge. Non, voilà. En conclusion, on ne savait pas que ça finirait comme ça. QVT, enjeu majeur du 21e siècle. On est d'accord, en fait. Même d'aujourd'hui, ouais. Ouais. Quand on raccroche tous ensemble. Quoi? Oui. L'enjeu de la QVT, il est très global, mais il est aussi depuis demain, à l'instant, quand on clôt ce webinaire, je pense qu'il est là. Ok. Bah écoutez, super. Merci Barbara, merci Charlotte, merci à tous. On se retrouve pour le prochain webinaire. Suivez notre actu. N'hésitez pas à nous partager, soit ici, soit en réponse aux newsletters, tous les thèmes qui vous semblent pertinents dans votre actualité pour qu'on prépare du contenu. On prépare du contenu pour apporter des réponses dans votre activité au quotidien. Ça nous intéresse fortement. Donc, n'hésitez pas à nous tenir informés de vos attentes. On sera ravis de pouvoir en parler. Voilà. Merci à tous. Voilà, tout le monde dit merci. Vous êtes super. Ah ben voilà, Hélène qui dit envoyez-nous vos souhaits de thèmes sur bonjour@calicesocial.com. Il y a même une adresse qui est dédiée. Je vous souhaite à tous un agréable après-midi. Je vous dis à très bientôt. Et voilà. Ciao. À bientôt.